Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va, je suis peut-être, je sais pas si vous l'avez vu au titre de cette vidéo, un peu chafouin, un peu énervé. Je vais faire une vidéo entre guillemets un peu rante, même si c'est pas vraiment une vidéo ronde, c'est plus une vidéo explicative pour vous parler un peu de ce qui a fait l'actualité aujourd'hui. Et ce qui a fait l'actualité, c'est donc du coup les finales des Worlds de Vanguard qui ont été streamées en fait sur YouTube par Bushiroad, commenté par Different Fight et Sacha de Bushiroad, qui étaient plutôt des commentaires assez plaisants, je trouve. Voilà, c'était vraiment assez sympa qu'ils amènent quelqu'un de la communauté à faire des commentaires à côté d'un d'un responsable de Bushiroad qu'on apprécie globalement tous. Je trouvais ça plutôt sympa. C'est pas sur cet aspect-là que j'ai envie de pousser un coup de gueule, c'est plus sur ce qui s'est, bon, entre guillemets, ce qui s'est passé entre guillemets après la finale. Il n'y a pas de drama, hein, juste, je vous fais un bref résumé en fait. Donc, on a une finale Overlord contre Blaster. Ce qui était c'était une surprise quoi, puisque justement un deck Blaster arrivait à ce stade de la compétition dans ce format-là. Donc Blaster est plutôt un deck rogue inattendu, et on a un joueur qui a réussi à se hisser en top avec ce deck contre à peu près tous les Overlords du monde, puisqu'il faut savoir que la représentation du tournoi c'était donc 17 Kagero Overlords sur à peu près 40 participants, et que top 8, il y avait, je crois, 6 Overlords. Donc, ce qui signifie que le deck est vraiment très populaire. Et ce qui signifie qu'il est vraiment over the top, je ne sais pas. Je pourrais pas me prononcer. En tout cas, il est très populaire. Et donc, la finale, c'était Blaster contre Overlord. Ce qui était assez inattendu, on va pas se le cacher. Et donc, ce qui se passe durant cette finale Kagero contre Blaster, c'est tout simplement que le joueur Blaster, donc s'appelle, je vais peut-être mal le prononcer, je vais le 3. Je vais le prononcer à la française. Donc ce joueur Blaster qui s'appelle Jésus D. Herrera, ou Daniel Herrera, arrive à éliminer le joueur Kagero. Et donc ça c'était assez inattendu que Blaster soit le nouveau deck du premier joueur mondial, dans un format Overlord, Aquaforce, Dilator et Chaos. Ça c'était vraiment assez incroyable. Et en fait ce qui se passe, hein, c'est que le move qui lui fait gagner, entre guillemets, c'est un quadruple trigger. Et donc là, les gens n'ont pas pu s'empêcher, et c'est là mon coup de gueule, c'est que les gens n'ont pas pu s'empêcher de dire que la victoire n'était pas méritée du fait qu'il ait eu ce quadruple trigger, et que du coup, c'est ça qui lui donne la game, alors que, en fait, pour être concis, c'est le facteur RNG, le fait qu'il check 4 triggers, donc le gros coup de chance suprême, qui lui donne la victoire sur ce world. Ce que tout le monde oublie à ce moment-là, c'est que quand même le mec, pour remettre dans le contexte, hein, le mec qui s'est tapé 3 Overlords dans le top 8, il les a 2-0 à chaque fois, il arrive en finale, il a quand même gagné la première manche, contre un, je ne connais pas le nom du joueur Kagero, et là, juste à cause de ce quadruple trigger, on va dire, ah ben oui, ben il a gagné, bravo Vanguard, c'est de la chance, etc. Donc j'aimerais revenir avec vous, si vous me le permettez, sur cette finale, expliquer justement en quoi moi je pense que Jésus est un très grand joueur. Vraiment, moi j'ai vu une finale vraiment incroyable. Je l'ai vu jouer, il a asphyxié, il a dominé le joueur Overlord du début jusqu'à la fin. J'aimerais qu'on revienne sur les choix de jeu qu'il a pu faire, sa stratégie, et en quoi en fait ce quadruple trigger lui donnait peut-être la victoire, mais en vrai la victoire il l'avait déjà depuis le début de la game. Il n'y a pas une seule fois dans cette finale, soyons clairs, hein, je vais vous dire comme je le pense, il n'y a pas une seule fois dans cette finale où le joueur Overlord avait l'avantage. Vraiment, la finale était quasiment à sens unique parce que le joueur Royal Paladin avait des choix de build très intéressants et également des choix de jeu vraiment pertinents. Alors on attaque tout de suite avec le premier point sur lequel j'ai envie de revenir. Vous aurez certainement les images, je vais certainement mettre les images de cette finale en même temps que je discute. Donc c'est sur le plan de la stratégie. Donc quand on voyait Rezos jouer son deck, on avait vraiment, enfin moi j'ai vraiment eu l'impression de voir en face de moi
un joueur Kagero qui était perdu, complètement absent, il ne savait pas comment gérer ce match-up, et au contraire, un joueur Royal Paladin qui savait exactement taper là où ça fait mal. Je m'explique. Premier tour de jeu, quasiment toutes les games, le joueur Royal Paladin met un rush. C'est-à-dire que il a une seconde à jouer, vous avez 3 attaques sur le premier tour, 3 attaques sur le deuxième tour, 3 attaques sur le troisième tour. Comment il fait ça? C'est qu'il exploite parfaitement les possibilités de Blaster et de Royal Paladin, puisqu'il se permet justement de jouer beaucoup de cartes de tuto qui lui permettent de maintenir ce rush. Vous avez les images, je pense, je vais peut-être surtout mettre les images de la game 2, où en fait, du coup, il utilise 3 G1-7 pour push, et après, du coup, au deuxième tour, puisque le joueur Kagero va déjà subir ce rush très violent, et ensuite, il va essayer de le contrer, de façon, je trouve, assez maladroite en soi, mais ensuite, le joueur Royal Paladin va rider G2 Blaster, call G2 Blaster, et, non, pas call G2 Blaster, call le violoniste, qui va lui chercher un G2, donc il remet 3 attaques, et là où c'est vraiment très intelligent, c'est que du coup, il call un Dikachi pour faire une colonne à 12, et maintenir la pression qu'il a mis grâce au rush. C'est-à-dire qu'on est face à un joueur qui sait qu'il doit continuer de rush Overlord, que c'est là qu'il peut l'avoir, et que c'est justement en poussant cette stratégie qu'il arrivera justement à le mettre en difficulté. Et ça marche. Et le pire, c'est que ça marche. Vous voyez un joueur Overlord qui se bataille quasiment sans terrain, qui a très peu de cartes en main, il arrive difficilement en early game à dépasser les 3-4 cartes en main. Ça, c'est plutôt sur la première game. Sur la deuxième game, c'est moins flagrant parce que en early game, il a 2 draws défensifs, je crois. Et du coup, on a donc un joueur Royal Paladin qui pousse avec 3 attaques par tour, et un joueur Kagero qui subit avec péniblement 2 attaques par tour. Et donc là, c'était vraiment là, ce moment-là où le joueur Royal prend vraiment la partie en main. Après, donc, au lieu de... Enfin, en continuant sa game, donc il continue perpétuellement à mettre en place cette pression d'attaque, et son build tourne parfaitement pour qu'il puisse maintenir cette pression 3 attaques sur Overlord, et le fait que Overlord n'ait dans cette partie que le choix de temporiser. Et c'est vraiment ça, si vous regardez cette game, l'Overlord, il hésitera toujours entre faire le strike qui fait piocher et faire The Purge pour alimenter sa main pour être sûr de tenir. En fait, celui qui mène l'offensive ici, c'est le joueur Royal Paladin. Regardez cette image, elle illustre très bien la domination du joueur Royal Paladin sur le joueur Kagero. Regardez bien le nombre de dommages, 5 contre 1, et la différence de main et terrain. Celle-ci est impressionnante. Ensuite, sur la stratégie de jeu, on a aussi souvent reproché, enfin, moi c'est ce que j'ai pu lire, que si les triggers n'étaient pas du côté du joueur Royal Paladin, ben du coup la partie serait pas jouée comme ça. Alors oui, les triggers ça existe, oui c'est un facteur qu'il faut prendre en compte dans cet environnement compétitif, mais là où c'est vraiment intéressant, c'est qu'on a eu un choix qui était vraiment pertinent. C'est le choix des stand triggers qui viennent justement appuyer encore une fois ce rush d'attaque qui va faire mal à Kagero, et qui est plutôt bien sorti dans cette game, surtout que on avait souvent des vanguards qui rarement checkaient 3, qui checkaient 4 avec Ganslow, 5 avec Alfred, une pression constante avec Blaster Blade. Et n'oublions pas aussi que le joueur Kagero, enfin du moins sur la game 2, qui s'est fini un peu moins rapidement que la première, le joueur Kagero a quand même aussi pas mal de triggers, il se heal plusieurs fois, il a je crois 2 draws défensifs. Donc voilà, est-ce qu'on peut vraiment parler de Luxac? Non, je crois pas. Il y en a un qui a beaucoup de triggers offensifs et l'autre qui a pas mal de triggers non plus. Faire moi aussi un stand heal sur un 4 check. Voilà, et faut pas oublier aussi que la plupart des gens ne voient que ce qu'ils veulent voir, parce que il y a aussi un tour de Alfred où le mec il a 5 checks, il check 2 triggers, alors que le mec, 2 triggers sur 5 checks, donc 1 sur Blaster Blade et seulement 1 sur Alfred, alors que le mec lui a mis un 2 passes et qui compte, il doit encore avoir genre 10 triggers dans le deck. Voilà. Ça faut aussi prendre en compte. Et enfin, le dernier point sur lequel j'aimerais arriver, c'est que, mine de rien, le deck Blaster, il fait quand même pas mal d'épuration. Starlight Violonist,
Blaster Blade X, -1, Normal Limit dans le deck à chaque tour. Il fait aussi du coup de l'épuration via Maron. Il y a plein de petits, il fait plein de petits moteurs d'épuration comme ça. Et il remet aussi les triggers au deck avec le choix donc de Sarugal, sur lequel je reviendrai après quand on parlera du deck building. Donc voilà, tout ce qu'on peut dire sur la stratégie globalement, enfin ce que moi j'ai vu, c'est que quoi qu'il arrive, la partie était dominée par le joueur Royal Paladin qui ne faisait que push, et le joueur Kagero qui ne faisait que subir, essayer d'endurer pour espérer renverser la vapeur. Et donc, est-ce qu'on peut vraiment parler de Luxac quand la partie est dominée par un joueur Royal Paladin et qui a un enchaînement de triggers, donc 4 triggers sur 4 checks, qui viennent appuyer une victoire qui est déjà concrètement là? Moi je pense pas en tout cas. Le joueur Kagero c'est vraiment le mot sur lequel j'aimerais appuyer, asphyxier. Il devait chercher de l'air en espérant chercher les heals, en espérant chercher les shields. Voilà. Il y a un moment, il fait un check 4, il a, je crois, heal, perfect, draw. Voilà. Ça, bizarrement, personne n'appelle ça trigger sac, quoi. Il avait pas ça, il était mort, mais il a eu heal, trigger, draw. Heal, perfect, draw, pardon. Et ça lui permet de survivre. Et en fait, c'est sur ça que j'aimerais appuyer, c'est que vraiment le joueur Royal Paladin, il avait la game dans son contrôle. Ensuite, j'aimerais qu'on parle en fait des choix de build qui sont vraiment intéressants et qui font que Jesus est vraiment quelqu'un de... Enfin, vraiment un joueur talentueux, quoi, il faut le dire. On arrive dans un format stride où pour la première fois au World, on a des joueurs qui peuvent stride. Faut le souligner quand même. Le World de 2016, enfin début 2016, avait été gagné par un deck Ripple Odysseus, où il faisait que raid G2 sur G2, pas de possibilité de stride. Le World de 2017 avait été gagné par 7-6 Rush G1, pas de possibilité de stride. Et là, enfin, on arrive à avoir un World qui est gagné par un joueur qui arrive avec un deck créatif, qui arrive avec un deck qui, vous verrez, est pas si mal buildé que ça. Je dirais c'est une litote, hein, parce que c'est vraiment un deck qui est très, très bien buildé, qui prend en compte tous les formats du jeu, qui prend en compte les decks méta qu'il aurait pu rencontrer, et qui du coup contre parfaitement Overlord et Chaos, qui sont les deux decks qui, et peut-être Dilator pas trop, mais plus Overlord et Chaos, qui sont les deux decks qu'il avait anticipé le plus rencontrer au World. Et c'est le cas puisqu'il en a affronté 3 en top 8. On va passer ensemble sur la decklist, et je vais vous donner un peu mes impressions. Donc alors, le premier choix qui se pose, c'est dans la decklist, c'est Starlight Violonist. C'est pas une carte qu'on voit souvent dans les decks Royal Paladin, et dans les decks Blaster en tout cas, enfin pas dans le deck Blaster classique. Et en fait, je trouve que c'est vraiment une carte très intéressante, parce que du coup, elle permet de maintenir ce rush au G2. Elle permet du coup, quand il est raidé ou quand il est placé en cercle de Vanguard, d'aller chercher un autre G2 et de continuer le rush. Et c'est vraiment une carte qui lui a servi au long de tous ses matchs dans ce but. Et donc, c'est une carte qui est vraiment très intéressante et je dirais qu'il a placé dans son deck pour gérer ce type de match-up, et elle fonctionne extrêmement bien. Ensuite, très rapidement, Alfred Haus. Alfred Haus, c'est aussi dans ce but, je pense qu'il l'a intégré dans son deck et qu'il est aussi intelligemment placé. C'est pour le combo avec Holy Squire, c'est-à-dire que Holy Squire, c'est quand vous avez un Vanguard avec Alfred, vous unlockez tous vos rires et il gagne plus de 1000. Donc, vraiment, là, le but, c'était vraiment de contrer le match-up Link Joker. Donc, dans ce deck build, on voit Alfred Haus pour 2 raisons. Un, contrer le match-up Kagero, si jamais il se fait retirer tout le board, il peut toujours aider Alfred Haus et continuer de pousser. Le but, c'est vraiment de rusher, je pense, avec cette compo. Je peux me tromper, mais en tout cas, c'est ce que je lis dans la compo. Donc le but, c'est vraiment, Alfred Haus, de call les unités du deck, continuer le rush, et avoir accès à Holy Squire, qui est quand même x4 dans la G-Zone, pour contrer les match-up Link Joker tels que Chaos, Messiah, surtout Chaos et Messiah en vrai, et pas vraiment Dilator, mais surtout Chaos et Messiah. Donc voilà, ça c'est vraiment l'éclair de génie qui me fait dire que ce mec c'est vraiment un bon joueur, puisqu'il a anticipé les decks du format, et qu'il arrive quand même avec une decklist
qui est optimisé pour les decks les plus dangereux qu'il aurait pu rencontrer lors de ces Worlds. Et enfin, ça c'est le détail qui a surpris tout le monde au point qu'il y ait des tonnes de mèmes sur cette carte sur internet, parce que il y a des gens qui pensent, et vraiment ça c'est vrai, il y a des gens qui pensent que en Europe, nous voulons que Sarugal soit banni, alors qu'on faisait juste une blague. Ces gens sont des singes. Voilà. Comment on peut penser justement que un mec qui top avec une decklist aussi créative, qui met une carte aussi pertinente dans son deck, une carte qui n'a jamais été jouée de toute l'histoire de Vanguard, le mec il trouve le moyen de la caser et elle lui fait gagner la game, et les gens veulent qu'elle soit, j'en perds mon latin, les gens veulent qu'elle soit bannie. Non, c'est juste génial. C'est tout l'essence de Vanguard, le mec il est venu avec un deck créatif, adapté au format, et contrant la plupart de ses match-ups. Ça c'est vraiment incroyable. Moi je veux un mec comme ça comme champion du monde et on l'a eu. Donc je vais vous expliquer un peu le choix de Sarugal, enfin selon moi de ce que j'ai vu. En fait c'est surtout dans l'optique de jouer un stand pour Blaster, puisque quand on a un Vanguard tel que Ganslot qui check 4, un Blaster avec résistant front et qui peut passer à 12 avec justement ou qui peut passer des paliers opti avec les Holy Squire, avec aussi Alfred surtout qui fait passer à 12. Du coup, vous avez besoin d'un stand trigger qui peut être aussi un boost. Donc là, avec Alfred, ça fait une colonne à 16. Et vous avez besoin d'un stand trigger parce que quand vous avez 5 checks, 4 checks, que vous avez un Blaster Blade à 12 qui a résiste, etc., bah, le stand, c'est pas déconnant en fait. Et surtout qu'avec Alfred, il peut attaquer en premier. Il a un stand, il restand, il réattaque. Il attaque avec Alfred et après il met tous les triggers sur la troisième colonne. Donc ça débloque des attaques en plus. Et l'intérêt de Sarugal, c'est que vous pouvez le call sur le terrain sans problème, puisque son skill c'est Brave, donc quand vous avez 3 cartes en main ou moins, vous le placez sur le terrain, donc c'est un boost, et à la fin du tour, vous le renvoyez au deck, et vous pouvez piocher un. Et ça c'est vraiment incroyable, parce que du coup c'est quelque chose que vous pouvez call sans aucun problème, qui dans le match-up Kagero peut vraiment troll Absalam, donc ce qui fait que l'adversaire aura beaucoup de mal à placer des J-Guard vraiment efficaces sur votre Vanguard tel que Absalam, puisque je rappelle, Absalam c'est plus 10 000 pour chaque cercle vide. Et donc au-delà de pouvoir justement renvoyer ce trigger au deck, vous pouvez le call sans souci, et en fait ne pas perdre de carte en main, puisqu'à la fin du tour il vous fait piocher. Donc voilà, c'est un accélérateur de deck, c'est une carte qui contre Absalam, et c'est un choix putain de pertinent quoi. C'est vraiment, je dirais pas qu'il a fait la game par sa présence, mais les rares fois où je l'ai vu le poser sur le terrain, bah c'était toujours très pertinent. Et donc voilà, c'est souvent les stands l'ont aidé. Et quand on a justement des Denial Griffin, des choses comme ça, c'est toujours intéressant de pouvoir conserver son rush 3 d'attaque par le biais d'un stand trigger. Donc voilà, en conclusion, on a un build de Blaster qui sort des builds un peu plus classiques, qui a un deck un peu moins, je dirais, traditionnel, mais qui propose des options, de la créativité et des cartes dans le deck building qui sont intéressantes. Mais vraiment, vraiment intéressantes et qui sont pertinentes et qui ont vraiment joué en sa faveur. C'est un deck, clairement, orienté pour battre Overlord. Et il l'a prouvé puisque, je rappelle, dans son top 8, il y avait 3 Overlords, il a affronté 3 Overlords et il leur a tous mis 2-0. Il n'a pas eu une seule défaite. Tout ça pour dire que vraiment, je suis vraiment content du champion du monde qu'on a eu cette année. Si vous avez regardé la finale et si vous comprenez en fait ce que je suis en train de vous expliquer, si vous avez vu ce qu'on a vu sur les choix de stratégie qu'il a fait, sur les choix de build qu'il a fait, si vous comprenez un peu le raisonnement que nous on a derrière, eh bien vous verrez en regardant peut-être la finale que il n'y a pas d'histoire de chance vraiment. En fait, il a juste bien préparé ses worlds, bien testé son deck, il y a intégré des options pertinentes concernant le format et les match-ups qu'il peut rencontrer. Ces match-ups ont été payants dans la plupart des matchs qu'on a pu voir. Et vraiment, ce mec est vraiment doué, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui est un bon joueur. Et ça fait plaisir d'avoir un bon joueur qui propose un build intéressant aux Worlds of Vanguard.
Voilà, vous l'aurez compris, j'étais un tout petit peu énervé lors de cette vidéo. Mais en conclusion, est-ce que notre champion du monde, donc Jesus de Herrera, a eu de la chance? A-t-il Luxac? Non, il avait déjà la partie bien en main. Les triggers n'ont fait qu'appuyer en fait sa domination, si je puis m'exprimer ainsi. Et du coup, effectivement, il a eu ce quadruple trigger qui lui a donné la victoire. Mais il y avait déjà eu une manche avant, et il y avait déjà eu un top 8, et il y avait déjà eu des rondes, etc. Donc dire qu'il est arrivé juste là parce qu'il a Luxac, je trouve que c'est vraiment abusé. Pour le coup, moi j'ai vu vraiment un joueur qui maîtrisait bien son deck, qui avait compris le format dans lequel on était, qui avait compris les decks qu'il pouvait affronter, et qui avait vu en Royal Paladin Blaster le bon call pour ses Worlds, et ça a vraiment payé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à réagir dans l'espace commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette finale des Worlds. Est-ce que vous pensez que notre champion du monde a effectivement eu un peu de chance? Défendez votre point de vue, voilà, ça m'intéresse toujours beaucoup et je pense que le débat peut être constructif à ce sujet. Je vous invite aussi à liker ma nouvelle page Facebook, Junes Undercard Gaming, sur laquelle on poste du contenu assez rigolo ou des reports de tournois. Il y a d'ailleurs tous les mêmes que vous pouvez retrouver sur internet à propos de Sarugal, ça nous a fait beaucoup rire. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite encore une très bonne année, puisqu'on n'a pas eu l'occasion de se voir, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Vanguard ou Dragoborn. Salut! Don't worry, be happy, fight for what you want, and one day you will get it. Thank you so much.